Merci tout le monde d'être là. Je sais qu'il y a des gens à distance. Je me suis permis d'envoyer à certaines personnes aussi une invitation. Donc aujourd'hui, je pense que la dernière rencontre de la foresterie, la session d'hiver, je pense que c'est la dernière présentation. Donc, comme vous le savez, les milieux de la foresterie est une occasion de partager des connaissances au sein de la communauté à l'Abitibi, nord du Québec et ailleurs. Aujourd'hui, on a le privilège de recevoir mon collègue Jean-Pascal Bilodeau. Lui, il travaille au département de génie civil et génie des eaux à l'Université Laval. Il est ingénieur géologue de formation. Il est titulaire de la chaire Sentinelle Nord. On voit déjà le logo ici, là. Puis aussi co-direction je ne le vois pas ici, Centre d'études nordiques, dans l'école d'école Centre d'études nordiques. Et il va nous entretenir beaucoup sur les déploiements des infrastructures de transport. Nous, on avait dans un contexte particulier, et là, lui, il a fait beaucoup d'études autour de justement cette idée d'infrastructure. Et la foresterie n'est pas loin justement de ces éléments-là. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a commencé à se rencontrer, donc travailler sur tous les aspects-là. Dans mon cas, Wally, mais dans son cas, lui, c'est toute l'infrastructure confondue. Donc, à toi la parole. On a 40-45 minutes de présentation. C'est toi qui gère ton temps. Et après, on va avoir un période de questions. Merci encore d'être là. Mon nom, c'est Osvaldo Valeria, professeur à l'IF. Merci. Bon midi tout le monde. C'est gentil de m'accueillir et tout en mangeant vos sandwichs, vos salades, etc. Vraiment, merci pour l'invitation, Osvaldo. Je ne viens pas souvent loin. La dernière fois, ça fait peut-être 3 ou 4 ans. Et c'est toujours un plaisir. Vous avez une très, très belle ville. Puis c'est la première fois que je visite l'université. Vous êtes très, très bien installé. Donc, félicitations et merci encore pour l'accueil. Donc, moi, c'est Jean-Pascal. Donc, quelques mots rapidement sur ce que je suis prof au département de génie civil à l'Université Laval à Québec. Je suis titulaire de la chaire Sentinelle Nord sur les infrastructures nordiques. On va en parler, c'est le cœur de la présentation. Je vais vous parler un peu de ce programme-là et de ce que je fais. Je suis également directeur adjoint au Centre d'études nordiques à l'Université Laval. C'est quand même probablement, je pense, un centre de recherche que certains d'entre vous connaissent dans ces gros de recherche sur l'environnement terrestre nordique, pour lequel je vois, notamment, je vais vous présenter quelques diapositives sûrement, mais il y a beaucoup de possibilités de collaboration entre vos expertises et ce qu'on fait au sein aussi également. Donc, c'est des choses qu'on peut discuter si ça vous intéresse. Donc, je veux simplement vous mentionner les partenaires de la chaire Sentinelle Nord. Sentinelle Nord est un gros programme là, qui vient financé par les 3 organismes principaux de financement à l'échelle fédérale. Les partenaires principaux dans la chaire, c'est Hydro-Québec, le ministère des Transports du Québec, la Ville de Québec, le VSP, FP Innovation qui nous donne une main dans les travaux de la chaire. Et donc, ce midi, je pense qu'il y a beaucoup de bagages au niveau plus forestier là, dans les gens qui m'écoutent. Donc, moi, j'approche un volet plus un peu génie civil. Donc, je suis certain les cercles se recoupent à quelque part. Mais naturellement, il y a des choses que je vais vous présenter aussi de façon plus large ce midi, qui sont plus loin de la foresterie. J'ai essayé de mettre un focus sur des choses qui viennent regrouper un peu plus ces aspects. Donc, ça va être la présentation que ce midi, ça va être essentiellement autour de ces aspects. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? On peut se lancer? Merci beaucoup. Donc, je dis simplement quelques mots rapidement sur le Centre d'études nordiques pour vous rappeler ce que c'est. S'il y en a qui ont de l'intérêt à joindre le centre ou à venir travailler, collaborer avec le centre, c'est quelque chose qu'on peut considérer, que j'aimerais discuter avec vous. Donc, les mots-clés pour comprendre ce qu'est le Centre d'études nordiques, expertise et infrastructure. Donc, on rassemble des chercheurs, des expertises sur les environnements terrestres nordiques. Puis, on est un opérateur d'infrastructure en région nordique. Tout ce qui est infrastructure, c'est notamment station de recherche pour avoir accès au nord, déployer des projets de recherche. C'est aussi, on a une expertise unique sur la gestion de la climatique. On opère des stations environnementales et climatiques. Partout sur le territoire canadien, beaucoup en milieu arctique. Alors, c'est presque 400 ou même, je pense qu'on est proche de 500 membres qui viennent un peu de partout, de tous les niveaux. Beaucoup d'institutions québécoises. Je ne me souviens plus de si on en a à l'UQAT maintenant, on en a déjà eu. Je ne sais plus si en ce moment on a des membres qui sont
du premier de l'UQAM. Et on est le centre aussi le plus pérenne de l'Université Laval. C'est fondé en 1975. Je ne veux pas insister sur cette figure-là, mais c'est simplement pour vous illustrer les expertises qui sont regroupées au CEN, puis c'est extrêmement large. Puis si on est dans le contexte, mettons, Moyen-Nord, comme la région des Abitibi et Témiscamingue, où il y a eu beaucoup de recherches, notamment dans le domaine forestier, il y a des aspects en lien avec les environnements nordiques. La foresterie est affectée par l'environnement nordique et le climat nordique auquel on retrouve notamment ici. Donc, les activités de recherche qui se font ici, mon point, c'est pertinent aussi pour le CEN. Il ne faut pas qu'on fasse une moyenne de température annuelle inférieure à -10 pour qu'on puisse travailler dans les intérêts du CEN. Donc, c'est un environnement nordique. Et vous voyez les genres d'expertise avec lesquels on travaille au CEN. Donc, c'est vraiment très, très large. Et tout ce qui est écologie, foresterie, etc., ça peut rentrer là-dedans définitivement. Donc, simplement vous mentionner, je vais passer rapidement là-dessus, mais on a fait des stations de recherche dans le nord du Québec. Ici, on n'en a pas dans le sud. Donc, c'est vraiment pour accéder au nord du 55e parallèle et des stations de recherche qui permettent à nos chercheurs de se déployer sur les territoires. Ce qui est peut-être plus intéressant ici, c'est notre réseau SIDA. On est un opérateur majeur pour le suivi climatique dans le Nord. On offre et gère et déploie des stations de recherche, des stations environnementales, des stations climatiques. Vous voyez que ça s'étend du nord du Québec jusqu'à dans l'Arctique canadien. On va jusque très, très loin là, dans l'Arctique. Puis, vous voyez notamment, si on prend l'exemple de la Abitibi-Témiscamingue, vous voyez qu'on a un trou dans cette région-là. C'est probablement un endroit où on pourrait peut-être opérer des stations climatiques. Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est ce qui est intéressant, c'est que nos stations climatiques, en fait, sont déployées sur un réseau longitudinal de près de 4000 km. Donc, quand on veut comprendre le changement des environnements avec les décennies, avec les changements climatiques, etc., on a l'ensemble de cette base de données-là qui date de plusieurs décennies, déployée sur un réseau longitudinal de 4000 km, qui est vraiment une base de données unique. Je veux simplement mentionner aussi, à l'Université Laval, je suis le cofondateur d'un laboratoire de recherche sur les chaussées et les infrastructures linéaires. Donc, c'est un peu dans ce contexte-là que je vous parle aujourd'hui. Puis, on a plusieurs infrastructures de recherche très, très communes, donc des laboratoires de base, on parle de géotechnique, par exemple. On a des équipements spécialisés pour la caractérisation des matériaux. Ici, ça, c'est un exemple d'équipement pour mesurer la sensibilité au gel des sols, des matériaux, des équipements de caractérisation avancés comme des PES. On fait beaucoup de développement d'instrumentation. Ici, c'est un exemple de projet qu'on a développé il y a quelques années sur des nouvelles techniques d'instrumentation à fibre optique pour les chaussées. Donc, des outils de caractérisation non destructifs, par exemple, un déflectomètre à bastonnement, qui est utilisé beaucoup en chaussée, en voirie. On a des sites expérimentaux aussi. Ici, c'est l'exemple du site expérimental routier à l'Université de l'Université Laval, ce qu'on appelait le CERUL. Le CERUL est situé à la forêt Montmorency, qui a été construit au début tournant des années 2000. Il y a eu beaucoup d'expériences qu'on a faites dans nos équipes de recherche à laquelle j'étais impliqué à l'époque, je n'étais pas professeur. Ensuite, que j'ai un site qui existe encore, qu'on a moins fait de travaux dans les dernières années. Et ça, c'est notre section, par exemple, sur l'effet des véhicules lourds. Donc, ici, ça ne paraît pas naturellement, mais vous avez des routes avec différentes configurations techniques là, sur lesquelles le camion passe dessus, puis on a des instruments embarqués dans la chose. Ça, c'est une photo historique. Non, pas historique, en fait, c'est quand on a reconstruit des sections de cellules. On parlait hier des sections qui sont des bacs de béton. Donc, des sections de 25 mètres, des bacs de béton énormes dans lesquels on a mis en place différents sols d'infrastructures. On peut contrôler les niveaux de nappe phréatique. Puis ça, ici, c'est une expérience qu'on a faite aux alentours de 2012-2013. On avait reconstruit avec différentes techniques de renforcement et de drainage au niveau géosynthétique. Donc, on avait fait une expérience, une grosse étude là-dessus. On a des sites expérimentaux aussi. Ça, c'est l'exemple sur la route Billy Diamond. On a un site qu'on avait dédié à l'effet des charges des véhicules extrêmement lourds. Donc, là, ça ne paraît peut-être pas bien sur la photo, mais c'est un véhicule à. Je pense ici, il y avait plus que 15-20 SU. Ce véhicule-là, c'était très lourd. Donc, la route de la baie James, Billy Diamond, beaucoup utilisée pour faire transiter des pièces très lourdes. Je vais en parler un petit peu plus loin dans ma présentation. On a des simulateurs de véhicules. Donc, ici, c'est notre simulateur à échelle réduite. On a une fosse de laboratoire aussi pour recréer des infrastructures routières, des techniques de construction, tester des nouveaux matériaux dans le contexte
d'infrastructures de transport. Sur cette fosse-là, on vient placer un simulateur de véhicules lourds. Donc, on veut étudier l'effet en accéléré du trafic lourd et de l'environnement en conditions contrôlées. Ça, c'est une infrastructure unique au Canada. Donc, le simulateur nous permet de contrôler les conditions environnementales sous la machine, donc au-dessus de la chaussée qu'on construit. Donc, même si on est dans un garage intérieur, le garage est à peu près à 20 degrés, on peut simuler le gel, les cycles de gel entre 40 degrés et moins 20. Donc, provoquer du gel dans la chaussée. C'est aussi un système qui est transportable, c'est ce qui le rend particulièrement unique. Donc, on peut l'utiliser à l'intérieur, dans le garage, mais on peut l'amener sur n'importe quel site expérimental à l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est une remorque standard. Ici, vous la voyez en déplacement, c'est avec un tracteur standard. Donc, si on veut faire un essai sur un site en région isolée, un site municipal ou peu importe, ça s'amène sur place, puis on peut faire l'essai. Donc, je vais vous donner un exemple de ça, de projet qu'on a fait en déplaçant le simulateur il y a quelques jours. Est-ce que jusqu'à présent, ça va? Oui? Donc, c'était la première partie de la présentation. Je voulais vous dire un mot rapide sur le Centre d'études nordiques. Je voulais vous dire aussi un mot rapide sur mon laboratoire, ce qu'on fait à l'Université Laval, dans mon équipe. Là, je vais vous parler un peu plus du contexte de la chaire Sentinelle-Nord. Donc, première chose qu'on doit comprendre, c'est que dans le contexte canadien, si on prend une très grande proportion de la population, si on la situe à peu près à 100 km, je ne me souviens plus des chiffres exacts, mais c'est très, très près de la frontière avec les États-Unis. Donc, toute la population est concentrée au sud. On a quand même des régions à connecter au niveau du transport, on a des communautés isolées, des villages nordiques qu'on doit connecter. Ça prend des infrastructures de transport. Si on parle de réseau de transport principal, là, on parle de 1, proche de 3 millions de kilomètres au Canada. Puis il y en a 60% là-dessus qui est sans revêtement. Donc des routes non revêtues, souvent à faible volume, ou des routes d'accès aux ressources. C'est important de comprendre que si on veut développer, se connecter, etc., dans la région nordique, d'une façon ou d'une autre, il va falloir y aller. Pour se déplacer, ça prend des routes. Si ce n'est pas des routes, ça va prendre des pistes d'atterrissage ou autres moyens de transport, mais on doit être en mesure de se déplacer. C'est là que les routes d'accès aux ressources, etc., jouent un rôle important là-dedans. Vous voyez la photo du centre, c'est notamment des pistes d'atterrissage en gravier. Je fais aussi dans mon équipe beaucoup de recherches là-dessus. Puis la photo à droite, je vais en parler un petit peu plus loin, c'est un bel exemple d'utilisation du simulateur en région, en contexte difficile. Puis ça touche peut-être moins le milieu de la foresterie, mais à savoir là, au Canada aussi, si vous voyez la ligne rouge, tout au nord de ça, on est en contexte de pergélisol. Donc, d'un point de vue infrastructure de transport, point de vue géotechnique routière, amène une perspective qui est complètement différente au niveau des façons de concevoir et de gérer, puis comment l'infrastructure va se comporter. Naturellement, on ne voit pas en milieu, dans le domaine forestier, on commence à avoir moins d'arbres quand on est en contexte de pergélisol. Mais c'est une réalité à savoir lorsqu'on travaille dans les infrastructures de transport. Donc, quand on parle d'accès aux ressources, donc on parle d'accès aux sites isolés, on parle du transport des ressources naturelles, des bonnes infrastructures de transport, etc., ou bien comprendre comment ça fonctionne, comment on peut les dimensionner, comment on peut les construire. Ça peut permettre de réduire les coûts logistiques, d'assurer la sécurité, notamment des communautés qui utilisent ces infrastructures de transport-là, continuité des opérations aussi pour les industries. Et ça intervient au niveau du développement régional. Et je prends souvent l'exemple de la route Billy Diamond, qui est l'infrastructure que vous voyez dans la photo en arrière-plan. C'est exactement son but principal, son rôle, c'est exactement ça. Donc, à la chaire Sentinelle-Nord, on avait 3 axes de recherche. Avec la mission principale, que vous allez reconnaître le titre de la présentation. J'utilise souvent le titre comme mission et vice-versa. Donc, on a 3 axes de recherche. L'infrastructure de transport nordique, donc beaucoup axé sur routes construites ou infrastructures construites sur pergélisol. Je vais en parler brièvement, je ne vais pas insister là-dessus, ça touche moins peut-être le public auquel on s'adresse ce midi. L'axe 2, soutien au développement des régions et des ressources naturelles. C'est vraiment bullseye sur ce que l'on parle ce midi. Je vais essayer de peut-être insister sur des projets qui touchent l'axe 2.
Puis, d'autres aspects sur les routes en climat froid que je pourrais discuter brièvement. Avant d'aller plus loin, je veux mentionner l'importance, vous avez des chaires de recherche ici, vous également, à quel point c'est un aimant pour créer des synergies avec différents programmes qui viennent s'attacher à la chaire. Et je ne veux pas aller avec vous décrire l'ensemble des projets qui sont autour du cercle. Et c'est simplement pour vous illustrer que la chaire Sentinelle-Nord a été un excellent levier pour aller chercher du financement supplémentaire, des partenaires supplémentaires, des opportunités supplémentaires qui s'attachaient aux objectifs généraux de la chaire. Donc, on va en parler de quelques-uns de ces projets-là, et c'est vraiment d'illustrer la synergie des programmes, c'est ce que je veux montrer dans cette diapositive. Donc, si je vous donne des exemples, axe 1, infrastructure de transport nordique. Là, ici, gardez en tête, on parle d'infrastructures beaucoup construites sur pergélisol. Donc, encore là, ça touche moins peut-être le milieu forestier. Puis, vous voyez peut-être un exemple de la photo à droite de notre section d'essai pour beaucoup d'arbres. Mais donc, ici, la conception et performance des remblais routiers construits sur pergélisol. Ici, l'enjeu, c'est que, naturellement, on parle de routes à faible volume, routes construites en éloigné, routes d'accès aux ressources. Je vais le mentionner ici parce que c'est important pour ce qu'on cherche à faire dans la chaire. Je ne sais pas ceux qui travaillent dans le domaine au niveau de la conception de ces infrastructures-là, mais généralement, quand on veut se lancer là-dedans, on fouille un peu dans les documentations existantes, puis ce qu'on trouve, c'est des documents qui ont été écrits à la dactylo, ou puis des documents, des livres qui ont les feuilles qui sont toutes jaunes, puis les feuilles sont collées ensemble. Ça date il y a plusieurs décennies, souvent les connaissances techniques, approches qu'on utilise dans les routes à faible volume. Ça n'a pas attiré tant que ça d'attention de recherche, autant que ça aurait dû. Puis pourquoi je dis ça autant que ça aurait dû? Puis j'ai oublié de le mentionner dans une diapositive qui a passé il y a quelques. Je vais même y retourner, si vous me permettez. Là. Que je voulais montrer ici avec l'image en haut à droite. Elle provient de l'industrie minière, cadre de l'exploitation minière au Québec. Donc ici, on est dans le domaine forestier, naturellement, c'est des ressources naturelles. Ce que je veux illustrer ici, c'est que de l'exploitation, il y en a un peu partout sur le territoire. Puis les infrastructures de transport permettent de faire transiter des millions et des millions et des millions de dollars journalièrement sur le territoire. Ça a une énorme valeur stratégique pour les communautés, mais aussi pour les industries. Donc, c'est important de garder ça en perspective parce que, quand je vous disais qu'on constate qu'il n'y a pas eu tant de recherche que ça qui a été mené sur ces infrastructures-là, un peu paradoxal, étant donné l'importance stratégique, l'importance sur plein d'aspects de ces infrastructures-là, les routes à faible volume. Donc ici, au niveau des routes construites sur pergélisol, on est en contexte qu'on a une infrastructure de transport construite sur ce qu'on pensait qui était un sol extrêmement stable, fondation gelée, très stable. Et naturellement, pour plein de raisons, notamment les changements climatiques, il y a des couches de glace qui peuvent fondre en dessous de votre infrastructure de transport. Les fonds dégèlent d'année en année de plus en plus profond. Imaginez-vous, dans le contexte comme on a ici, être en contexte de dégel perpétuel. C'est un peu ça qui se passe dans les infrastructures de transport construites sur pergélisol. Soit c'est gelé, soit on est en période de dégel pendant toute l'été. Et en période de dégel, vous comprenez qu'il se produit des dommages qui apparaissent des niveaux, etc. C'est un peu le même principe là-dedans. Donc, comment on peut concevoir des remblais routiers qui sont adaptés à ça d'un point de vue structural avec des approches de réflexion moderne sur la mécanique de la chose. C'est un peu ce qu'on cherchait à faire. Donc, on avait un site d'essai sur l'autoroute Totoyaktuk Highway, la ITH, ou du territoire du Nord. Ici, c'est un exemple de résultat là, qui a été publié, qui est en voie d'être publié. Là. Ici, c'est plus sur des données thermiques, mais c'est l'utilisation de techniques d'apprentissage automatique à partir de nos observations de température dans notre site d'essai pour prédire l'évolution des températures dans le remblai. Puis ici, ce que vous voyez, grosso modo, les zones colorées, c'est les zones de dégel annuel. Donc, on est capable de projeter dans le temps. L'évolution de la zone dégelée.
L'autre chose, là, pour conclure sur les infrastructures de transport dans le Nordique, un des enjeux géotechniques qu'on a pour construire des routes dans ce contexte-là, c'est qu'on doit connaître notamment les caractéristiques géotechniques du sol, puis connaître notamment, encore plus important, la quantité de glace dans le sol. Ou qu'est-ce qui arrive si le sol dégèle et se consolide. Ça va être fonction beaucoup de la quantité de glace qu'il y a à l'intérieur du sol. Un sol qui n'a pas beaucoup de glace, quand il va dégeler, il y aura peu de tassement. Il y a des pergélisols qui sont extrêmement riches en glace. Puis si ça dégèle, on ne parle pas nécessairement de centimètres de tassement. On peut parler de mètres de tassement. Donc, il n'y a pas une infrastructure qui peut résister à ça. Donc, un des enjeux que l'on a, c'est d'être capable d'échantillonner des carottes de pergélisol et de venir étudier ça un peu. Qu'est-ce qui arrive si ça dégèle? Quels sont les tassements? Quelle est la consolidation? Donc, une chose que l'on développe, c'est des systèmes pour venir faire de l'investigation géotechnique in situ et mesurer les tassements au dégel in situ. Donc, à l'intérieur d'un carottier oedométrique ici, on a un système pour tester la consolidation, donc un piston qui vient écraser un échantillon de sol, qui provoque son dégel par rapport de chaleur, et qui vient le consolider. Donc, on est capable d'estimer les tassements. Un autre exemple de choses qui s'applique aux infrastructures de transport nordique, mais vraiment qui touche à peu près tous les axes de recherche. Adaptation des infrastructures de transport au changement climatique. Puis ici, on fait, ce que vous voyez, c'est un montage en laboratoire dans une chambre froide. Puis à droite, ce que vous voyez, c'est un matériau qu'on appelle du verre cellulaire. Du verre cellulaire, c'est du verre recyclé, donc du verre broyé que l'on mélange avec des agents gonflés à haute température. Ça nous crée un matériau isolant, un granulat léger. Donc ici, là, ce sont des granulats légers qui font à peu près 20 à 60 mm de taille. Puis c'est un énorme potentiel pour être appliqué dans vraiment plein d'applications. Mais grosso modo, c'est un matériau isolant. Donc, si vous voulez faire de l'isolation d'infrastructures de transport, ou d'autres isolations dans d'autres types, c'est des matériaux légers, mais ça fait pour ça. Donc, on voulait le tester ici pour son application pour protéger les infrastructures de transport qui sont construites sur pergélisol. Puis ici, là, ce que je veux simplement mentionner, c'est que le verre cellulaire, une contribution que l'on a faite, c'est d'être capable de mieux comprendre ses propriétés thermiques. Un matériau granulaire, généralement, quand on parle de propriétés thermiques de base, on va utiliser la conductivité thermique. Mais ici, on a des matériaux granulaires qui sont en fait très, très grossiers. Ce qui va faire que entre les grains, il y a des gros trous d'air. Puis donc, ça va favoriser les transferts convectifs aussi. Donc, la convection est importante d'en prendre en compte. Puis ici, ce que l'on montre dans un article qui va apparaître prochainement à Géo-Québec. Donc, comment le fait de considérer la convection et la radiation versus seulement la conduction thermique va avoir un impact sur les profondeurs de dégel annuelles. Pourquoi? Parce que selon les conditions de température, donc dans un cycle annuel ici, la conductivité thermique équivalente, donc qui prend en compte les différents processus d'échange thermique, va changer en fonction des températures, du cycle de température. Donc, c'est ce que vous voyez ici dans un graphique comme ça. Donc, ça, c'est une contribution qui est importante et qui s'applique à plein aux infrastructures de transport en général. Si on tombe dans l'axe 2, soutien au développement des régions et des ressources naturelles, on a des projets sur les méthodes de production et les exigences de granulats pour les pistes d'atterrissage. On fait beaucoup de travaux sur les pistes d'atterrissage dans mon équipe, pistes d'atterrissage en gravier, pour lesquelles il y a plusieurs enjeux au niveau des couches de roulement granulaire. Pour vous illustrer un peu un des enjeux, c'est que les couches de roulement granulaire ont souvent tendance à être instables et ne sont pas bien produites. Qui dit instabilité de la couche de roulement granulaire en contexte de piste d'atterrissage, des cailloux qui volent partout. Les petits cailloux qui volent partout, quand ça tape un moteur, quand ça tape une carlingue, c'est vraiment pas drôle. C'est des enjeux de sécurité, c'est aussi beaucoup de dollars. Donc, on travaille avec différents partenaires, ministère des Transports, Hydro-Québec, pour optimiser les méthodes de production et définir des exigences qui seraient adaptées aux couches granulaires. Ça, j'ai un étudiant qui travaille au doctorat là-dessus. On a un étudiant qui fait quelque chose un peu de similaire avec Hydro-Québec. Donc, en étudiant certaines de leurs pistes d'atterrissage pour avoir accès, notamment à la baie James et plus dans différents secteurs. Donc,
comme je vous mentionnais, là, il y a l'enjeu des matériaux qui sont instables, puis des spécifications qui pourraient peut-être ajustées pour que la couche de surface en gravier soit plus adaptée. Donc, ici, ça, c'est un exemple d'investigation qu'on a fait sur les pistes d'atterrissage au Québec, où on est venu regarder les matériaux qu'ils avaient, leurs caractéristiques géotechniques, géologiques, et voir, essayer de comprendre comment ils se comportent, les couches de roulement, et pourquoi ils se comportent de cette façon-là à partir de différentes observations de terrain. Donc, un enjeu très pratico-pratique, mais super important pour conserver l'accès en tout temps au nord pour ces infrastructures. Hydro-Québec, c'est un de leurs enjeux. Ces pistes d'atterrissage-là servent à avoir accès à leurs infrastructures. Ils doivent y avoir accès en tout temps. Donc, les pistes d'atterrissage doivent être fonctionnelles en tout temps. Et donc, on doit s'assurer de minimiser les problèmes comme ce que je vous mentionnais, les enjeux de sécurité, de coût d'exploitation. Puis à savoir, donc, aussi, il y a un enjeu lié avec les nouvelles flottes d'aéronefs. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'avions qui atterrissent dans le Nord qui sont équipés de ce qu'on appelle des gravel kits, qui sont faits pour justement mieux gérer ce qu'on appelle les débris, les FOD, les Foreign Object Debris. Mais les nouvelles flottes d'aéronefs n'ont pas ça. Donc, les avions qui ont les gravel kits arrivent en bout de durée de vie. On cherche à les remplacer. Les nouveaux avions qui arrivent, on a peut-être des enjeux à les faire atterrir. Donc, quand on parle d'accès en tout temps, ça devient un problème. Donc, ici, c'est un exemple pour le genre de travaux qu'on fait sur les matériaux. Ici, c'est des essais laser sur des sensibilités des matériaux à se déstructurer à des sollicitations environnementales. Donc, c'est des essais là, que l'on fait en laboratoire. Puis, donc, ici, les courbes montrent essentiellement des profils de couches d'échantillons en laboratoire qui ont suivi différents cycles environnementaux, que ce soit des cycles de saturation, des cycles de jeunes dégènes, puis donc comment le matériel se fait structurer suite à une sollicitation qui provoque de l'érosion du matériau. Donc, c'est un peu ce qu'on voit à la ligne verte de la finalité. Aussi, à savoir, on est encore dans les pistes d'atterrissage pour garder l'accès au nord. Donc, on parlait d'objets de débris. Mais il y a des possibilités où on peut utiliser des panneaux pour déployer des pistes d'atterrissage. Ça, c'est un exemple d'essai qu'on a fait dans notre laboratoire. Ces panneaux-là ont été testés pour essayer de mesurer la contribution structurelle qu'ils amenaient à la chaussée. Parce que c'est le genre de choses que le Transport Canada va vous demander. Si on met un panneau sur une chose, qui soit en aluminium, qui soit en plastique, ou peu importe le matériau, qu'est-ce qui apporte structurellement à la chose? Donc ça, c'est important au niveau mécanique. C'est un peu ce que vous avez ici. Là, quand on parle de capacité structurelle d'une piste d'atterrissage, ça s'appelle le PCR. Quand on regarde le PCR d'une chaussée avec un panneau versus une PCR d'une chaussée sans revêtement, donc on est capable de venir voir en fonction de l'épaisseur de la structure de chaussée, qu'est-ce qu'on est capable de venir gagner comme gain. Donc ici, un exemple je vais parler de routes non revêtues, puis on peut tomber dans les routes d'accès aux ressources, mais c'est un exemple particulier. La photo montre, en fait, c'est une digue d'Hydro-Québec. Donc en haut à gauche, ce que vous voyez, c'est notre simulateur de véhicules lourds qui est positionné sur une digue dans le secteur de Bécomo, la digue 42. La photo ne le montre pas très bien. Ici, vous avez le côté amont. De l'autre côté, on a le côté aval. Donc ici, on a notre simulateur de véhicules lourds qui, en valeur à l'état neuf tel qu'on l'a payé, vaut environ 2,5 millions. Donc, notre machine à 2,5 millions est à peut-être 2 pieds là, de tomber dans l'abysse, dans un abysse de 30 mètres. Donc, il y avait beaucoup d'enjeux sur amener ce trailer-là sur la digue. Il a fallu que le chauffeur recule sur le long de la digue pendant, ça devait être pas loin de plusieurs centaines de mètres, puis venir positionner la machine puis la stabiliser à cet endroit-là. Puis là, vous allez vous demander, mais pourquoi diable ils se sont donné la peine de faire ça? Quand on est dans la région éloignée, puis on parle notamment de l'industrie qui exploite des ressources, ils veulent transporter leurs ressources sur le territoire, ils doivent traverser un cours d'eau. Là, ils ont le choix. Est-ce qu'on fait un très grand détour, aller à l'endroit où
on peut traverser le cours d'eau, est-ce qu'on construit un pont, ou, magiquement, Hydro-Québec a des installations ici, il y a une belle digue, là, un beau tas de terre, est-ce qu'on pourrait faire passer des camions dessus? Il me semble que ça a l'air solide. Fait que, Hydro-Québec n'avait pas toutes les réponses pour ça. Qu'est-ce qui arrive si on permet de faire passer 20 camions? Si on permet de passer faire 50 camions, il va se passer quoi? Là? Donc, ça n'a pas été prévu comme ça, la conception de la digue. On a fait un projet avec eux qui était vraiment à multi-échelle, avec des essais en laboratoire, des essais de modélisation numérique, pour ultimement venir développer un modèle d'endommagement des noyaux de barrage. Donc, ce qui les inquiétait beaucoup, c'était le noyau du barrage, qui est vraiment la couche critique là, au niveau du barrage, là, pour les barrages en Vendée. Donc, on a aussi fait des essais in situ de l'instrumentation des noyaux. Et c'est pour ça qu'on a amené notre simulateur pour faire des essais sur ces barrages-là qui étaient instrumentés. Pour en venir au final avec un modèle d'endommagement qu'ils peuvent utiliser pour permettre ou non des passages sur leur donc, ici, je veux souligner donc, tous les aspects de conception de routes non revêtues. Puis ça, c'est un aspect important de ma présentation. C'est peut-être là où vraiment, on se recoupe peut-être le plus. Je fais beaucoup de travail là-dedans sur la conception structurelle des chaussées, la conception des chaussées face aux agents climatiques. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Il y a probablement un besoin de venir un peu dépoussiérer tout ce qui touche à l'approche de conception de chaussées. Beaucoup de poussière sur les manuels. Dans le meilleur des cas, de façon générale, ce qu'on utilise pour faire ça, c'est des méthodes empiriques à l'heure actuelle. Quand on parle de conception structurale et au gel de chaussée, dans la pratique plus grand réseau, on est vraiment transité vers ce qu'on appelle des méthodes mécanistes empiriques. Mais on n'est vraiment pas là, ou très peu là, pour ce qui est des chaussées, des routes d'accès aux ressources, des routes non revêtues. Alors que pourtant, comme je l'ai mentionné, il y a une importance quand même significative de ces chaussées-là. Donc, on pourrait penser à s'en aller vers. Il y a des aspects à considérer lorsqu'on est dans les contextes des routes d'accès aux ressources, des routes non revêtues. Bon, premièrement, il n'y a pas toujours des réglementations pour les charges, dépendamment de quel réseau on vit. Donc, les charges peuvent être vraiment très, très, très lourdes. La qualité de la construction, la variabilité de la construction, dépendamment de quel type d'infrastructure on parle, peut être extrêmement variable. Donc, il y a un aspect aussi de gestion du risque que nous, on cherche à prendre en compte. En ce sens que, je vais vous donner un exemple. Si on a une industrie qui exploite un réseau de routes, puis elle a une facilité d'intervention, elle a de la machinerie à proximité, des hommes à proximité, les problèmes sont faciles à arranger. Si c'est une route non revêtue qui est sous, par exemple, la gestion d'une organisation publique, je veux dire, par exemple, le ministère des Transports, on la construit. Idéalement, on se croise les doigts, on n'aimerait ça jamais retourner. Donc, la gestion du risque n'est pas la même. On n'est pas prêt à prendre les mêmes risques. Il y a d'autres aspects, par exemple, quand on est en région éloignée, qui peuvent tomber dans des aspects de risque. Je peux parler de la présence de détours. Quand on a une infrastructure c'est la seule au monde sur des centaines et des centaines de kilomètres, est-ce qu'on est prêt à se permettre qu'on ait des enjeux, des problèmes ou des réparations récurrentes qui vont faire que ça va vraiment limiter l'accès au territoire? Le risque est différent que quand on a des détours faciles qu'on peut aller. Donc ça, c'est des exemples. Puis j'ai un étudiant au doctorat qui travaille un peu sur comment prendre des aspects de risque et venir les pondérer ou les ajouter dans une réflexion de conception de choses. On travaille aussi sur les renforcements. Donc, il y a des aspects, les charges sont très, très lourdes. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau renforcement pour améliorer les chaussées? Puis le développement de l'outil. Donc, ici, c'est un diagramme là, de la méthode de conception de chaussée mécaniste empirique. Mécaniste empirique, si je me permets de revenir juste en arrière un petit peu, l'idée, c'est qu'on utilise des modèles analytiques qui nous permettent de reproduire l'effet de charge sur un système théorique de chaussée. Puis on doit le valider de façon empirique en fonction de la réponse théorique que l'on mesure. Puis nous, dans nos méthodes que l'on développe, et c'est un peu la philosophie des méthodes mécanistes empiriques pour les chaussées non revêtues, on s'intéresse beaucoup sur ce qui se passe au niveau mécanique, au sommet du sol
support. Donc, ce qu'on va appeler les déformations ici. Donc, pourquoi les déformations au niveau du sol support sont particulièrement importantes? Parce que si on accumule des grandes déformations à cet endroit-là, c'est à partir de ce moment-là qu'on va de plus en plus avoir des enjeux de performance de notre infrastructure de transport. L'eau va très mal se drainer au niveau du sol. Quand on a des problèmes au niveau de la surface, c'est toujours plus facile à arranger, par l'entretien régulier, le nivelage, etc. Mais quand on est en profondeur, puis qu'on a eu des très grandes déformations, si on veut régler ce genre de problème-là, il faut faire des interventions plus profondes. Donc, c'est pour ça que la philosophie de design est souvent orientée sur qu'est-ce qui se passe mécaniquement à cet endroit-là. Donc, ici, la philosophie, on a tout un bel organigramme qui présente la méthode de dimensionnement mécaniste empirique de chaussée qu'on est en train de développer avec un étudiant au doctorat que j'ai, il y en a environ peut-être pour 1 an, qui prend notamment des aspects de risque qui viennent avec un formulaire. On a fait une enquête, etc., pour développer différents pondérateurs. Les aspects du trafic, les aspects liés avec la vitesse d'utilisation de la route, puis on va y revenir un petit peu plus tard. C'est un paramètre qui peut sembler un peu étrange, et vous allez voir que c'est une contribution importante qu'on a fait ici sur comment s'endommage une chaussée par rapport à la vitesse de circulation, une chaussée non revêtue. On a des aspects sur la variabilité qu'on peut s'attendre en contexte de chaussée non revêtue. Et ici, c'est important, je tiens à souligner la contribution de l'équipe de Osvaldo qui nous ont fourni des données. On voulait aller chercher vraiment des grandes banques de données qu'on a obtenues à plusieurs endroits, mais notamment de ton équipe, Osvaldo. Donc, pour être capable de dire, pour un contexte de route d'accès aux ressources, c'est quoi la variabilité des épaisseurs de couche qu'on peut s'attendre, la variabilité de la qualité des matériaux, de leur rigidité, etc. Parce que ce n'est pas du tout la même chose que quand on est sur le réseau du ministère. Donc, on cherche à inclure ça. On s'arrête dans une analyse Monte-Carlo, puis on vient définir des points de critiques au niveau de risque faible, moyen et élevé, qui vont venir se greffer au final à notre méthode de conception de chaussée, et venir pondérer le niveau de fiabilité que l'on veut considérer. Donc, je vais sans aller trop dans les détails, c'est un peu ce que l'on cherche à faire. Donc ici, un des premiers enjeux qu'on a eu à faire, c'est de développer une loi d'endommagement associée aux routes non revêtues. Donc ici, vous en avez un exemple. C'est quoi une loi d'endommagement? Ici, vous voyez le signe déformation R. Rappelez-vous un petit schéma de chaussée théorique avec la déformation au niveau du sol. C'est comment, à chaque fois qu'on fait passer une charge théorique, comment répond, comment bouge le système de chaussée. Puis donc ça, on est capable de lier ça à un nombre de passages admissibles N pour atteindre un niveau de déformation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une loi d'endommagement. C'est une loi d'endommagement qui est empirique. Donc, le petit schéma que j'avais tout à l'heure, c'était le volet théorique analytique. Ça transite vers la réalité. Donc ça vient d'une expérience réelle que l'on a faite sur une chaussée non revêtue pour relier la réponse mécanique à un niveau de trafic. Puis donc ça, c'est vraiment un sneak peek de la méthode de dimensionnement, qu'est-ce qui arrive si on prend une approche classique, déterministique, versus une approche basée sur le risque qui va naturellement nous donner une fenêtre d'épaisseur de conception selon le niveau de risque que l'on peut prendre, etc. Donc, il y a beaucoup de paramètres ici, mais c'est vraiment ici ce qui est à retenir, c'est si on fait un calcul avec des variables constantes versus si on prend une gestion du risque qui peut varier, on va obtenir différentes réponses. Donc, c'est ce qui est à retenir ici. Ce schéma-là montre un peu vraiment un output de la méthode de dimensionnement où vous allez avoir notamment des effets de vitesse. Chaque graphique ici va vous montrer un niveau de fiabilité que l'on peut prendre au niveau du design. Puis l'échelle X, c'est le niveau de risque. Donc, le niveau de risque vient au final corriger pour un niveau de fiabilité l'épaisseur de dimensionnement qu'on pourrait vouloir utiliser. Donc, il y a des aspects c'est une frustration de directeur d'un étudiant au doctorat. Je déteste ces graphiques. Il y a beaucoup trop d'informations. Ça fait plusieurs fois que j'ai dit de nous simplifier ça. Mais ce que vous voyez sur ces graphiques-là, c'est des effets de vitesse. Donc, par exemple, si vous avez un véhicule qui voyage plus vite, le dommage va être plus faible.
Donc ça, je vais revenir un peu plus loin. Vous allez voir des effets de risque qu'on est prêt à prendre, des effets de fiabilité, des effets, puis donc de différents d'autres paramètres. Là. Et la méthode est basée là-dessus. Puis pour arriver à faire ces attaques-là, il y a eu des calculs là, de Monte Carlo qui ont été réalisés à partir des bases de données communes. Ici, donc, on travaille aussi sur le renforcement géosynthétique qu'on veut venir inclure dans cette méthode-là. Donc, dans notre méthode de dimensionnement mécanisme empirique, on veut venir ajouter le dimensionnement géosynthétique, qui est encore là le dimensionnement mécaniste empirique, qui inclut ce type de matériaux-là. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est ce que l'on cherche à faire. Mentionner simplement, on travaille aussi sur les matériaux marginaux, qui est assez commun en contexte de voirie forestière. Donc, on utilise des matériaux que l'on a qui sont souvent de qualité extrêmement variable. Donc, ici, c'est une façon essentiellement là, de venir définir leur rigidité en fonction d'un paramètre ici qui relie la qualité du matériau. Donc, c'est très géotechnique, donc pourcentage de fines et qualité de la production. Donc, est-ce que c'est un matériel concassé ou partiellement concassé, peu concassé? Donc, ça rentre un peu là-dedans, puis ça nous permet de venir définir la rigidité. Et tout ça, c'est basé sur quand même une assez grosse base de données, de mesures en laboratoire sur la rigidité. Puis ici, ce que l'on voit, c'est la sensibilité à l'environnement. Donc, essentiellement, la quantité d'eau qu'il y a dans le matériau. On a fait des travaux sur les routes isolées et les routes chauffantes. Donc, ici, c'est un impact de dimensionnement sur la combinaison route chauffante, donc avec des éléments chauffants dans la partie supérieure de la chaussée, combinés de l'isolation. Donc, des impacts de dimensionnement pour ça, en fonction des indices de gel. Donc, ça, c'est le genre d'exemple d'outil très pratique que l'on développe dans mon équipe. Même chose pour le verre cellulaire. Je mentionnais que le verre cellulaire, c'est un outil isolant, c'est un matériau isolant. Donc, des impacts de dimensionnement. Ici, vous avez les épaisseurs des strates de la chaussée, puis l'épaisseur de verre cellulaire dans la portion ici, donc FGA pour Foam Glass Aggregates. Donc, en fait, c'est l'échelle des X. Donc, selon l'indice de gel, donc la sévérité du climat, on est capable de venir calculer pour une épaisseur donnée de verre cellulaire, la profondeur de gel. Puis ici, il y a plusieurs courbes, parce que les plusieurs courbes, ce qu'elles viennent montrer, c'est ce que je faisais référence au tout début, c'est la granulométrie du verre cellulaire. Parce que si vous avez un matériel, vous le produisez de façon très uniforme, il y a beaucoup de pores très gros à l'intérieur du matériau qui vont favoriser la convection. En favorisant la convection, vous diminuez la capacité isolante. On fait aussi beaucoup de travail sur comment mécaniquement inclure du verre cellulaire dans une chaussée. Puis je vais vous montrer ici, parce que du verre cellulaire, notamment, c'est un matériau d'isolation qui peut être pertinent pour les routes à voirie forestière dans certains cas. Si on veut, je sais qu'on a eu des discussions avec FP Innovation sur considérer ce matériau-là pour qu'il soit utilisé pour essayer de limiter la période de gel et dégel, donc favoriser la mobilité. Donc, simplement mentionner qu'on développe beaucoup d'outils. On a un logiciel de conception de chaussée mécaniste empirique qui a été développé préliminairement dans un programme antérieur et dans lequel on a fait beaucoup de travail dans mon équipe. Ce que je veux mentionner, c'est que on a fait beaucoup de travail pour développer des lois d'endommagement mécanistes empiriques. Le logiciel permet de faire un dimensionnement donc, sur les routes non revêtues. Donc, selon les options que l'on sélectionne, etc. Si on ne met pas de revêtement, il va vous le dire, ben, vous n'avez pas de revêtement, on va travailler avec une structure non revêtue, puis les lois d'endommagement qui sont appropriées, qui fit avec ça. Donc ici, c'est un exemple. Là. Donc, les lois d'endommagement ont cette forme-là, puis donc elles viennent être utilisées dans le logiciel. Ça, c'est la loi d'endommagement actuellement qui est inclue, qui vient de travaux précédents, qui est actuellement inclus dans le logiciel. Naturellement, le projet qu'on est en train de faire va éventuellement trouver sa place à l'intérieur d'un logiciel comme ça. Ici, c'était simplement pour vous illustrer l'effet de vitesse que je vous ai dit qui est important, qui se traduit par essentiellement un effet de fréquence. Et ce que vous devez savoir, c'est que, puis qui n'était pas très bien compris dans la littérature, c'est que ces lois d'endommagement-là existent selon la vitesse. C'est-à-dire, à comprendre, si vous avez un véhicule qui circule très lentement, votre durée de vie va être beaucoup plus faible.
Donc, ça, d'un point de vue mécanique de chaussée, c'est à savoir. Donc, c'est pour ça que plus les vitesses, les fréquences sont élevées, les durées de vie vont être plus grandes pour le même niveau de sollicitation. Le logiciel permet d'évaluer aussi l'agressivité, la pénétration du gel et les soulèvements au gel. Ça, ici, c'est basé sur la méthode du ministère des Transports. On n'a rien inventé ici. Et donc, on calcule notamment les soulèvements admissibles, les soulèvements engendrés par le gel à partir de la méthode. Je veux simplement terminer en mentionnant qu'on travaille sur des véhicules très lourds. Le logiciel qu'on a développé vient avec une plateforme d'analyse pour les véhicules très lourds qui a été développé dans un projet antérieur, mais qui, dans la chaire, on a contribué à remettre à jour. Donc, c'est un outil parallèle où vous pouvez aller vraiment sur un nombre d'essieux très élevé, un nombre de pneus par essieu de 2, 4, 8, des types de pneus, de pression de gonflage, distance entre les essieux, charge sur chaque essieu, etc., etc. Donc, venir faire des analyses très spécifiques sur les véhicules très lourds et quel genre d'endommagement ils vont induire aux choses. Donc, ça, pour ceux qui travaillent dans le domaine, c'est quelque chose qui est assez difficile de venir quantifier un véhicule très complexe, quel va être l'impact sur la durée de vie de la chaussée. Donc, l'outil permet de faire ça. Il a été développé à la base par un de mes collègues, Hendrik Pérez, au département de génie. Donc, simplement, vous mentionnez, là, je parlais de la chaire, qu'on est en processus de renouvellement qui devrait se faire au mois d'août. On est allé regrouper 8 partenaires, donc c'est le plan actuel, qui va nous donner environ 1,5 million de financement qui va se traduire, on va aller chercher une alliance, on espère, aller chercher une alliance qui devrait nous donner un budget total d'opération pour la phase 2 de 3,5 millions environ sur nos calculs. Donc, je pense que j'ai fait quelque chose d'assez long, mais simplement vous mentionner, je le répète, on est en région éloignée, région nordique, mais c'est des actifs majeurs quand même, les routes d'accès aux ressources. Il y a toujours un aspect pour certaines industries de maintenir l'accès en tout temps. Il y a eu beaucoup de recherches sur ces infrastructures-là, de façon, en comparaison avec ce qui se passe pour les infrastructures de transport un peu plus majeures vers le sud. Souvent, c'est un peu perçu comme un mal nécessaire. On a besoin d'aller chercher des ressources-là. On va juste s'étendre un tas de gravier, puis on va essayer d'aller le chercher. Mais le mot nécessaire est important. Ce sont des infrastructures nécessaires. Quand on les fait bien, on peut probablement sauver peut-être un peu d'argent. Donc, puis je l'ai mentionné, mais tout ce qui existe comme technologie dans ce domaine-là, probablement a besoin d'avoir un petit peu de dépoussiérage pour être mis à jour là, puis, au bout du jour des années 2026. Donc, essentiellement, je pense que c'était ce que j'avais préparé pour vous. Merci beaucoup. Donc, naturellement, je suis prêt pour n'importe quelle question que vous voulez avoir. On est un peu plus en marge de ce qu'on voit d'habitude, mais je pense que c'est très intéressant. Donc, il y a des maillages, en tout cas, dans certains projets que je mène, là, qui touchent à ça. Puis, je suis de même avec toi, tous les gens de mon labo qui cherchaient un peu d'informations sur, nous, on appelle ça les chemins à Garnotte, les chemins forestiers, mais non revêtus, en fait, c'est qu'il y a très peu d'informations. Très peu, on est vraiment en balbutiement de mieux comprendre ça. Puis nous, justement, les industries forestières ici en région utilisent essentiellement ce type d'accès. Et là, c'était très intéressant à regarder comme tu peux aller un peu plus loin avec justement ton laboratoire et tout ça. Est-ce que je laisse la porte ouverte à des questions? C'est sûr qu'on a vu des routes. Dans ton cas, je voyais des graphiques, là, 70 cm de gravel. En foresterie, Claude, t'en mets combien? Tes meilleurs chemins? Il peut y en avoir 20 cm. Oui, c'est ça, parce que on parle de la même chose, mais on a différentes classes de chemins, Puis, mais 70, c'est un exemple, mais il y a beaucoup de variations. On a des calculs qui tombent à 300, 400 aussi. Je pense que les exemples que j'ai donnés, c'était pour des trafics assez lourds. Ah, oui, c'est ça. Jusqu'à 1 mètre de gravel. Est-ce que tu trouves. Est-ce que c'est quoi qu'automatiquement tu es en dessous? Tu peux trouver du gravier ou tu peux trouver juste de l'argile? Je n'ai pas compris le début de la section. Quand tu as un pergélisol, tu retrouves en dessous, c'est comme ici, c'est comme quand tu n'as pas, tu peux retrouver du gravier ou tu peux trouver de l'argile en dessous. C'est le sol naturel, c'est ça. C'est le sol naturel qui est là. Mais c'est le sol naturel,
il peut être très riche en glace. Ça, c'est ça qui est à savoir. Ça doit être ça, c'est facile. Ben, ça dépend. Puis c'est pour ça que c'est un des enjeux quand on construit sur pergélisol. C'est parce que c'est pas, vraiment pas facile à savoir. Fait que souvent, on n'a pas le choix d'aller creuser un peu, d'aller chercher une carotte à quelques endroits, puis regarder, puis tu la glace là-dedans, il y en a pas. Puis faire des évaluations de tassement. Parce que si c'est des infrastructures qui fonctionnent très bien, tant et aussi longtemps que la fondation reste gelée. Mais si il y a des dégels qui vont de plus en plus profonds à chaque année parce que le climat est plus chaud, il y a aussi un enjeu que les ingénieurs comprennent bien l'interaction entre leur infrastructure et le sol. Ça, c'est un autre dossier. Mais, donc, si votre pergélisol est riche en glace, c'est souvent les teneurs en glace, c'est pas juste 2, 3, 4, 5 ça peut être plusieurs centaines de pourcents. Teneur en glace, c'est équivalent, mettons, teneur en eau. Plusieurs centaines de pourcents. Fait que c'est grosso modo, c'est des grains de sable qui flottent dans une matrice de glace. Fait que si ça dégèle, comme je dis, c'est plus des centimètres. C'est comme la neige au printemps. Ouais. C'est plus des centimètres, c'est des mètres de tassement. Puis il n'y a pas une infrastructure qui peut tenir ça. Dans les bâtiments, etc., c'est une chose. On est dans les routes. Bon, les routes, ça tasse, bon, on met de la garnotte. Ça tasse, on met de la garnotte. Ça se gère un peu mieux, mais c'est extrêmement dispendieux. Puis il y a des enjeux aussi de stabilité. Tu sais, c'est plus juste des tassements aussi, ça peut être des ruptures par cisaillement. Et ça peut être très dangereux. Les coûts doivent être incroyables parce que tu amènes ton verre ou whatever, c'est sur des centaines, des milliers de kilomètres. Hein. Oh, oui. Quand là, on parle encore de pergélisol, dans le contexte pergélisol, c'est très, 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 très cher. Nous, on s'en sort à quoi? 6 000 pièces de kilomètre de chemin. Hein? 6 000 piastres. Je sais pas, en tout cas, des 1000, 15 000, là. C'est juste les moins chers. C'est une mise en forme. C'est 9 000. Oui, c'est ça. Après ça, quand tu es dans le gravier, c'est pas juste à côté. Je n'ai pas entendu, puis je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais j'ai pas. Oui, vas-y, Flavien. En fait, est-ce que vous travaillez aussi avec l'asphalte moi, ma question, c'est est-ce que vous avez utilisé des résidus industriels pour développer des matériaux ou des matériaux biosourcés dans la préparation? J'ai vu granulat, Oui, dans notre laboratoire, on ne fait pas énormément de recherche sur l'asphalte, mais on a contribué à un projet il y a quelques années sur l'utilisation de lignine dans les enrobés, qui a donné des résultats super intéressants. C'est en collaboration avec l'ETS. Le verre cellulaire est un autre exemple d'utilisation de résidus, parce que beaucoup de verre qui s'en va à l'enfouissement, donc on cherche vraiment des alternatives et des voies de recyclage. Donc le verre cellulaire, c'est une des raisons pour lesquelles c'est attirant. Mais donc, pour répondre à la question sur l'asphalte, on commence à en faire dans mon laboratoire. Plus spécifiquement, je pense que ça transparaît un peu dans la présentation, mais nous, on s'est beaucoup plus focusé dans les dernières décennies sur l'étude au niveau des structures de chaussée, les effets des charges, les effets de l'environnement, techniques de construction, nouveaux matériaux, mais moins sur les couches de revêtement. Puis en parlant justement je n'ai pas vu, à part de gel-dégel, une problématique qui vive à l'industrie, c'est la notion de justement la pluie au printemps. Autre dégel, là, une des principales problématiques pour les forestiers, c'est au moment du transport, l'eau sur le revêtement granulaire fait beaucoup de dégâts. Donc, ça veut dire qu'eux doivent arrêter complètement le transport. Et comment gérer ça, là, c'est vraiment un aléa. Je n'ai pas vu à ajouter, mettons, la pluie dans ton système, autre que la température. En fait, deux choses. Quand tu parles de dommage, est-ce que tu parles de par exemple, ruissellement et de perte de particules? Exactement. La surface de roulement, ils deviennent chaotiques. Parce qu'il y a deux choses. Au niveau de la stabilité des couches de surface, c'est un peu ce qu'on fait sur les pistes d'atterrissage. Les essais que l'on fait, c'est de développer des mélanges qui vont être moins sensibles au ruissellement et plus stables. Naturellement, c'est sur des couches granulaires de pistes d'atterrissage, mais ça se transpose tout à fait au matériau forestier. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour une route qui sont revêtues, un aspect qui est important, c'est la perte de capacité portante. C'est parce que, notamment, il y a beaucoup d'eau à l'intérieur en période de dégel. Puis quand il y a de la pluie, le matériau ça devient plus mou, entre guillemets.
Ça, c'est dans ce que j'ai montré sur les matériaux marginaux. C'est capable de venir quantifier la rigidité ou le CBR. D'utiliser CBR. Ben, le CBR va changer en fonction de la quantité d'eau. Ben, le graphique que j'ai montré, il était spécifiquement en fonction de la quantité d'eau dans le matériau. Donc, les propriétés des matériaux marginaux selon leur niveau de saturation. Donc, on peut, selon les matériaux qu'on est appelé à utiliser, qu'ils soient de moins bonne qualité ou de très mauvaise qualité, on peut utiliser un outil comme ça, puis prédire quel genre de force ils vont avoir pour la chaussée, puis un peu plus dimensionner en conséquence, de le prendre en compte. Il y a des façons de faire, j'en ai pas parlé, il y a des façons de faire au niveau génie civil de faire ça. Mais on est dans des contextes pas faciles. Est-ce que ça va fonctionner 99,9% du temps? La réponse est assurément non. Mais tu sais, ça se prévoit, ça se prédit. Wow, OK. Je sais pas si y a des questions dans la salle, non? Pas vu, là? Question? Question aux idées. Si vous connaissez pas l'adaptation, vous avez été développé pour les explorés. Et des fois, les gens, c'est déplacé dans la construction des routes, des infrastructures, des transports. On sait que la construction des routes, souvent, met un impact sur les paysages. Certes, il y a toujours des études à l'amont et des impacts sociaux. Donc, les projets passent par l'adoption par les communautés. Or, on sait qu'au nord, les valeurs culturelles, soit des façons culturelles comme les paysages, les campagnes, la chasse, sont vraiment ancrés dans les territoires des autochtones. Est-ce qu'il arrive qu'après l'événement des infrastructures, des transports et des projets déjà acceptés par les autochtones, après un certain temps, elles se rendent compte que certaines soit valeurs sont perturbées? Est-ce qu'il y a des résistances plus tard après la construction des routes? C'est une bonne question. Je vais être très honnête, je n'ai pas une réponse précise à te donner. Je sais pas, moi, moi, je suis très au niveau génie. C'est les aspects pour les connexions avec les communautés. Je suis en partenariat avec d'autres personnes qui sont plus spécialisées là-dedans. Mais c'est certain que on n'est plus en 1940, on n'est plus en 1950. On ne fait plus du développement un peu de tête folle. Ça se fait en consultation, ça se fait. Est-ce que ça peut être encore amélioré? La réponse est assurément oui. On le fait beaucoup mieux qu'avant. On le fait avec une perspective qui est bien meilleure pour autant pour les communautés que pour la biologie, l'écologie, etc. Mais a posteriori, est-ce qu'il y a eu des. Je ne saurais pas te répondre. Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Bonne question. On s'intéresse à ça. Justement, accès au territoire. Donc, merci beaucoup, Jean-Pascal. Et vous allez recevoir Victor et